épisode technique. Je sais quoi c'est François. Comment vas-tu? Ça va, merci de m'avoir à nouveau. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est parlé, puis on s'est parlé de quelque chose qui était en fait juste le début d'une longue histoire qui continue à mesure au moment où on se parle. Oui, absolument. J'ai trouvé ça. On s'est parlé il n'y a pas si longtemps. L'épisode a été diffusé depuis. Justement, Acrobat Claw, et ainsi de tout Trevi, tout ce qui s'est passé dans cet univers-là. Et coup de théâtre, peu de temps après qu'on ait enregistré et diffusé, ça l'a explosé dans tous les sens. C'est complètement fou ce qui se passe avec ça. Puis je pense que ça va changer profondément comment on va aborder tout ce volet-là de la cybersécurité qui n'était pas très pris au sérieux avant, mais là, clairement, ça explose de partout. Fait que je vais te laisser faire un petit recap pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, qui va être dans les show notes d'ailleurs si vous voulez l'écouter, parce qu'il est très intéressant. Et ensuite, de où on est rendu, puis qu'est-ce qui s'en vient devant nous, parce que c'est pas terminé comme tu le dis. Oui, donc le dernier épisode, on a parlé de la première attaque sur Aqua Security Trevi, qui est un outil d'analyse de sécurité open source qui est très, très utilisé. Beaucoup d'entreprises l'utilisent parce que c'est un outil gratuit open source qui fonctionne très bien, qui fait bien son travail, qui permet d'analyser soit un repo de code source ou un container, une image Docker, par exemple, puis faire un inventaire des composantes open source, donc faire un SBOM, puis ensuite générer une liste de CVEs, donc des vulnérabilités associées à ces composantes qui sont trouvées. Ça fait très bien son travail. Et donc, bien des gens l'utilisent, y compris des très grandes entreprises bien reconnues. Mais cette entreprise-là, Aqua Security, qui est une entreprise de cybersécurité israélienne, elle-même a été la victime d'une attaque qui a compromis la chaîne d'approvisionnement logiciel de cet outil très populaire à la fin du mois de février. Et on avait publié un article au tout début du mois de mars concernant cette attaque, mais quelque chose qui était complémentaire à ce qui avait déjà été dit par plein d'autres gens. Et notre recherche a essayé de retrouver l'origine, même qu'est-ce qui a été un précurseur à cette attaque de fin février, qui, à notre avis, remonte possiblement à quelque chose qui est arrivé au mois de janvier. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a parlé un petit peu dans le dernier épisode. Et par la suite, quand c'est arrivé, en fait, beaucoup de gens se posaient des questions, mais comment ça a pu arriver aussi vite que ça? On parle de, grosso modo, 20 jours après l'attaque initiale, on s'est retrouvé à avoir une deuxième attaque sur le même composant encore, Trevi. Et la question, c'était, OK, ils ont subi une attaque, ils ont fait un travail de réponse aux incidents. A priori, tout était redevenu normal. Il n'y avait plus de composantes malveillantes dans Trevi. Et on pouvait espérer qu'ils avaient fait le ménage pour enlever retirer la porte d'entrée qui permettait d'injecter le malware. Mais en fait, malgré qu'ils aient effectivement corrigé la vulnérabilité dans leur build pipeline, ce qui semble être arrivé, et encore là, on n'est pas 100% sûr de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des analyses à gauche et à droite. Eux-mêmes, à quoi ont tardé un petit peu à faire une réponse aux incidents de façon plus ou moins sérieuse. Du point de vue externe, beaucoup de gens les ont critiqués là-dessus. Mais ils ont attendu quand même plusieurs jours avant de faire appel à Mandiant, une firme externe, pour les aider avec ça. Probablement parce qu'ils disaient, on est des experts en cybersécurité, on est capable de faire ça, voilà. Mais visiblement, c'est un peu plus compliqué que ça pouvait paraître. Et selon les dires de leur CEO, ou je ne sais pas quel représentant, en fait, ils ont fini par écrire un press release qui disait essentiellement, oui, on avait bel et bien fait une réponse aux incidents à la fin février. On avait bel et bien révoqué et changé les tokens, les clés,
différentes choses qui avaient été compromises, mais on en avait oublié une. Un token, ou du moins, est-ce que c'est exactement ça qui est arrivé? Parce que les termes dans le press release sont un peu vagues, mais puisqu'on ne peut pas vraiment voir de l'extérieur, confirmer hors de tout doute sans avoir accès au audit log interne, soit ils en ont oublié un, puis un qui était non le moindre, mais qui était en fait un token qui avait un accès encore plus privilégié que celui qui avait été utilisé pour l'attaque initiale. Donc, non seulement le token qui avait été utilisé pour l'attaque initiale, qui avait pu être extrait depuis un GitHub Action Workflow qui était le vecteur d'accès initial, et ce premier token-là avait déjà des accès essentiellement assez vastes qui permettaient d'écrire et d'empoisonner à peu près tous les repos du GitHub Organization principal qui s'appelle github.com Aqua Security, si je ne m'abuse. Mais l'autre token qu'ils avaient soit oublié de Rotate, lui avait non seulement accès aux premières organisations, mais avait accès à d'autres organisations plus internes, ceux qui n'étaient pas nécessairement destinés à être connus du grand public parce que c'était ceux qui contenaient plus des repos privés pour leurs besoins internes, différents départements, je ne sais pas quoi. Et voilà, donc ce qui est arrivé, c'est que non seulement Trivy a été empoisonné à nouveau, mais encore plus, et ça n'a pas été seulement Trivy qui était empoisonné, mais les composants de type comme GitHub Action qui eux-mêmes permettent aux gens d'utiliser Trivy dans leur build pipeline ont été empoisonnés, y compris toutes les versions précédentes pour les gens qui ont été écrasés. Donc, quelqu'un qui dépendait dans son GitHub Action Workflow d'une version précédente de Trivy, mais qui n'avait pas spécifié un hash spécifique pour s'assurer d'utiliser exactement cette version-là, même si elle devait changer. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça et ça fait que soudainement, même si on pensait utiliser une version qui date d'il y a 1 an, on se retrouvait avec une version nouvellement empoisonnée d'une vieille version. Je ne sais pas exactement les détails de comment ça a été empoisonné les vieilles versions. Peut-être qu'ils ont juste modifié avec une seule et même nouvelle version empoisonnée, mais voilà. C'est quand même assez majeur comme empoisonnement. Donc, on fait face probablement à un acteur qui quand même s'y connaît assez bien dans ce qu'il est en train de faire comme manœuvre. Puis mon feeling, puis là, c'est vraiment une hypothèse, c'est qu'il avait gardé dans sa poche en arrière un token qui avait probablement pas, soit pour Aqua, peut-être pas été beaucoup de traces, fait que les garder dans la poche en arrière jusqu'à temps qu'elle a besoin de l'utiliser, mais clairement, là, il est allé all-in sur tout ça. Là. C'est ce qui semble être le cas. On peut présumer que c'est le même attaquant, mais on n'en est pas certain à 100%. Ça pourrait être carrément un autre attaquant ou des gens qui travaillent en collaboration et qui ont un peu passé quelque chose qu'ils avaient trouvé mais qu'ils ne comprenaient pas totalement. Et quelqu'un a continué l'attaque après avoir analysé un petit peu plus qu'est-ce qu'ils avaient mis la main dessus originalement. Et voilà. Donc l'attaque était non seulement sur Trivy, mais sur les composants qui sont utilisés comme plugin de CI/CD pour l'utiliser à grande échelle de façon automatique. Et ce que ça a fait, c'est que même si le composant a été empoisonné pendant environ 4 ou 5 heures, ça a réussi à atteindre, on n'a pas les chiffres, mais certainement au minimum plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de victimes collatérales. Donc, des entreprises qui utilisaient Trivy dans des build pipelines. Dès que quelqu'un pousse un pull request puis qu'on analyse le code, ben, automatiquement, Trivy s'est exécuté. Et 5 heures, c'est suffisant. Si ça arrivait pendant les heures de bureau de plein de grandes entreprises qui poussent du code, ça a probablement roulé plus d'une fois dans une même entreprise. Et les attaquants ont pu recevoir des centaines, voire des milliers, et voire plus de
de tokens sensibles dans les infrastructures des victimes. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus au niveau de Truvy, mais on est dans les gens qui consomment Truvy et qui eux-mêmes, le malware a exécuté dans un contexte privilégié. Et on a pu confirmer ça assez rapidement parce que environ 72 heures après l'attaque, on a commencé à avoir des rapports d'incidents de d'autres entreprises qui ont levé la main, qui ont dit on a été des victimes de ça parce que nos tokens ont été exfiltrés et ensuite ont été utilisés pour nous empoisonner à notre tour. Et donc, c'était le cas de grandes entreprises, encore là en cybersécurité, comme Checkmarx, par exemple. Donc, Checkmarx, c'est un outil de cybersécurité pour faire de l'analyse de code. Et même chose encore là, les composants de CI/CD pour analyser le code avec Checkmarx ont été empoisonnés. Donc, on peut imaginer une troisième vague en cascade, si on peut dire, des victimes transitives de la première qui peut, encore là, on peut imaginer un graphe, un arbre de dépendance de tokens qui sont compromis, puis ça continue. Et pendant le week-end qui a suivi cette attaque-là, qui s'est passé autour du 20 mars, on s'est rendu compte que l'attaquant ou le groupe d'attaquants s'est révélé sur Twitter en créant un compte et puis en prouvant essentiellement hors de tout doute parce qu'ils avaient effectivement des accès privilégiés à ces entreprises-là. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans beaucoup de cas, ils ont deface les repos GitHub en mettant Team PCP was here, quelque chose comme ça, pour prouver que c'est bel et bien ce groupe de threat actors qui avait compromis une ou une autre victime. Et ce qui s'est passé par la suite est encore pire parce que puisqu'ils avaient mis la main sur tellement de tokens de secrets et autres, ils en avaient plein les mains et ils ont fait un partenariat avec d'autres acteurs malveillants qui sont plus dans la spécialité de ransomware ou autre pour potentiellement utiliser ça comme une opportunité d'avoir de ransom. J'ai oublié le mot, aide-moi. Des rançons, là. Oui, c'est ça, voilà. On est assez proche dans les mots. Mais oui, d'aller de l'extraire de l'argent essentiellement d'autres victimes. De l'extorsion. Extorsion. Ou là, de faire juste du bruit sur le chose parce qu'ils ont quand même réussi un feed qui est quand même assez impressionnant. Mais là, ces groupes-là essaient de régionalement monétiser leur exploit. Fait que je pense, c'est un émo qui est pas hors de l'ordinaire, là. Ouais. Et donc, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu ensuite des attaques en cascade de second ordre, de troisième ordre, soit des victimes directes de Truvy ou des victimes indirectes de soit Checkmarx ou autre. Et puis, dans les derniers jours, on a pu voir des composants open source très, 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 très populaires et très critiques. Par exemple, Light LLM, qui est un composant très populaire pour interfacer avec des API de LLM comme OpenAI ou autres, qui a été compromis. Et ça a commencé à vraiment faire du bruit à tel point que des gens, en particulier quand c'est arrivé ça, des gens très influents, très connus dans le milieu de AI ont commencé à dire, OK, si ça commence à toucher à des composants aussi critiques, aussi populaires, on est loin d'avoir fini cette attaque. Puis, à l'heure où on se parle, ça continue. Et par contre, ce qu'on peut aussi voir, c'est que le threat actor, quand on voit dans sur leur compte Twitter ou autre, j'ai dit Twitter, mais parce que j'aime pas trop dire X.
continue de parler de leur exploit et tout ça, mais on peut voir soit dans leur channel Telegram qui a été infiltré par différentes personnes qui commencent à sentir qu'ils ont peut-être fait quelque chose de répréhensible et que les autorités, les forces de l'ordre sont certainement à leur trousse. En fait, une personne haut placée dans le FBI, qui n'est pas nécessairement le directeur du FBI, mais quelqu'un qui est dans la partie plus cybercriminalité au FBI, a clairement les a nommés et a demandé à toute entreprise américaine qui ont été victimes de cette attaque, de cet acteur malveillant, de mentionner au FBI pour qu'ils puissent entamer des poursuites. Et on peut imaginer qu'il y a plusieurs, des dizaines, voire des centaines d'entreprises américaines qui ont été victimes directement ou indirectement de ça. Et je pense que les ressources des forces de l'ordre américaines sont déployées à l'heure où on se parle pour retrouver ces acteurs qui sont de très, très fortes chances des adolescents de par juste les messages qui sont un peu puérils qu'on a pu voir au cours des différentes attaques, puis la façon qui parlent de tout ça sur X ou dans Telegram et qui collaborent entre eux. Ça nous donne une impression qu'ils sont certainement pas dans la trentaine ou la quarantaine. Bon, je ne veux pas faire de l'âgiste, mais... Ouais, ben, il y a des comportements qui sont donc caractéristiques de certains moments de vie. Donc, sans spécifier d'âge, notamment les jeunes hommes sont un peu plus... ont des caractéristiques particulières dans leur communication quand ils sont dans ces moments-là particuliers. J'aimerais revenir un peu sur le fait des deux étapes, c'est-à-dire qu'il y a le groupe, on présume le groupe initial qui s'est vraiment infiltré très vite, qui a allé chercher les choses en haut. Et ensuite, les second et troisième niveaux, comment techniquement ça se réalise que ce groupe-là, parce que le premier a juste comme fait ça, ensuite il a descendu son payload sur les autres, donc on ramassait les clés de tout le monde en dessous. Puis lui les a, mais ces clés-là ont permis à ce groupe-là ou un second groupe ou ces adolescents-là, à la limite, d'aller chercher ça puis d'aller mettre du code dans les repos qui sont là, qui est interpellé quand on les utilise, c'est ça? Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, on remonte à la source même. À la fin février, il y avait un GitHub Action Workflow sur le repo de Trivy qui avait une vulnérabilité qui est, quand on la connaît, quand on connaît ce type de vulnérabilité-là, elle est très, très simple à exploiter. Vraiment rien de particulièrement compliqué. C'est juste que c'est un type de vulnérabilité qui est généralement peu connu. Et voilà. Donc, assez facile à exploiter. Ils ont obtenu un token qui leur a permis d'empoisonner une version de Trivy à ce moment-là. Ça donne qu'ils ont pu avoir... Quand tu dis empoisonner, c'est-à-dire c'est rajouter du code malicieux de leur cru, donc ils ont été minimalement capables de faire ça pour arriver à ensuite voler les deuxième et troisième niveaux. Là, c'est ça? Exactement. Donc, ils ont pris un token, un secret qui permettait non seulement d'écrire du code dans le repo, mais ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est pas nécessairement écrire du code dans le repo. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une modification au code. Ils ont compilé une nouvelle version de Trivy et ils l'ont poussé sur des différents registres de distribution, une version compilée. Et donc, on ne pouvait pas nécessairement voir une version, un changement au code. C'était carrément les artefacts compilés qui étaient déjà modifiés pour exfiltrer des secrets au moment de l'exécution dans une victime. Et l'autre secret qui avait été volé en même temps permettait de compromettre, lui, en fait, des repos. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont deface. Ils ont non seulement converti des repos privés
de l'entreprise Aqua pour les mettre publics. Donc, soudainement, il y a un aspect de la propriété intellectuelle interne d'Aqua qui a été révélé avec leur nom écrit comme Team PCP was here. Mais l'étape suivante, ben oui, c'est qu'une fois que Trivy roule chez compagnie XYZ, si ça donne que c'est dans un contexte avec des tokens qui eux-mêmes permettent, par exemple, d'écrire, de pousser du code dans un autre projet open source, mais ça donne que là, la chaîne se répète. Là, on vient de compromettre une deuxième victime qui elle-même produit des artefacts qui sont consommés par une troisième victime et autres. Donc là, quand on parle, par exemple, de LightLLM, ils ont probablement de fortes chances, d'après la chaîne de l'attaque, peut-être que quelqu'un qui travaillait sur le projet LightLLM a roulé Trivy peut-être sur son laptop, c'est pas clair, ou peut-être que c'est dans le CI, puis ça sonnait que le CI avait des accès. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans beaucoup de cas, les attaques de second ordre provenaient directement des mainteneurs et non pas directement du CI/CD. Donc, c'est dur à retracer à moins qu'on collabore avec les différentes victimes étroitement puis qu'on fait une réponse aux incidents qui a accès à des logs audit trail complètes. Mais on peut voir que un bon matin, quelqu'un qui est littéralement en train de faire son travail, il y avait d'autres commits dans le repo qui n'étaient pas de lui-même. Donc, et son token d'accès à GitHub n'était pas nécessairement mis dans un pipeline CI/CD. Donc, on peut imaginer que dans ce cas-là, par exemple, son laptop a été compromis par potentiellement Trivy ou un autre. Mais ce qu'on a vu par la suite, c'est que ils ont ils ont créé un peu du bruit là-dedans parce que il y a eu, par exemple, des discussion threads sur les différents repos des victimes. Et eux, clairement, les acteurs malveillants attendaient justement ça, que quelqu'un dise « Hey, on a trouvé qu'il y avait quelque chose de malveillant là-dedans ». Puis, eux, ils embarquaient immédiatement avec du pur troll. Donc, clairement, on a pu voir qu'ils avaient des centaines de comptes compromis de personnes légitimes qui avaient des vrais comptes GitHub depuis des années, qu'ils ont probablement acheté depuis des InfoStealer logs. Donc, sur le dark web, ils sont allés acheter pour je ne sais pas combien ça peut coûter sur le marché noir. Quelques centaines de tokens d'accès à des gens qui ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. J'ai un compte sur GitHub depuis des années. Puis soudainement, parce que ma machine a été compromise il y a 3 mois, je ne m'en suis même pas rendu compte, quelqu'un va se mettre à 3 heures du matin à envoyer des commits ou écrire des messages sur GitHub en mon nom. Et c'est ça qui est arrivé parce qu'on pouvait voir que littéralement, en dedans de quelques secondes, on a vu des centaines de personnes différentes écrire des messages génériques du type Good job, oh, amazing, thank you for disclosing this. Toutes des petites phrases de comme 4-5 mots qui provenaient, qui sont arrivés à un tellement court laps d'intervalle que c'est impossible que ce soit des vraies personnes. C'est un script. Donc, quelqu'un avait accès à plein d'accès de tokens. Et on peut voir que c'était pour créer tellement de bruit dans la réponse aux incidents que dans beaucoup de cas, ces threads ont été fermés parce qu'ils n'arrivaient même plus à discuter de l'attaque, alors que les attaquants continuent à créer des commentaires là-dessus. À faire du bruit par rapport à ça, c'est assez impressionnant ce qu'on réussit à faire quand même. En soi, en aussi peu de temps que ça aussi. Si on fait un peu un lien avec l'épisode précédent, l'usage du AI dans tout ça est-il aussi présent que ce que vous avez discuté la dernière fois?
Est-ce qu'on voit? Pas nécessairement. J'ai pas vraiment eu d'évidence dans mes discussions avec d'autres gens qui ont poussé la réponse aux incidents un petit peu plus loin. Pas nécessairement. Ça me semblait être vraiment une combinaison d'accès privilégié initial qui était tellement bien positionné et que ça a permis d'avoir tellement d'autres tokens qui étaient tellement volumineux qu'ils ont demandé à d'autres gens de les aider, de participer à l'effort d'attaque de second ordre. Et j'ai pas non, j'ai pas vraiment d'évidence qu'il y a eu, comme tout gens qui travaillent dans l'industrie maintenant. Tous les gens qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui, on utilise tous les LLM pour être plus efficaces dans notre travail. Donc, est-ce que ça a été utilisé pour faciliter la création de différents scripts ou autres? Fort certainement. Ouais, je parlais plus de l'automatisation à ce côté-là. Puis là, ça ramène le fait, parce que tu mentionnes que c'est des postes développeurs qui ont potentiellement, ça demande des hypothèses de travail avec l'information que vous avez. L'outil que vous avez développé, d'ailleurs, qu'on en a parlé sur le dernier épisode, ça va probablement être très intéressant parce que ces secrets-là, étant résidents sur les postes en question, votre outil aurait permis justement de les repérer et éviter une partie, c'est pas la totalité de ce qui est les attaques de second et troisième ordre. Oui, aurait pu du moins limiter les dommages ou réduire la quantité d'accès qui aurait pu être récolté par les attaquants dans ce cas-là sur les différentes machines. Tout à fait. Donc, l'outil en question qui s'appelle Beagle, qui est un outil open source qu'on a publié il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un pourrait le rouler sur son ordinateur. Ça n'envoie absolument rien à l'extérieur. C'est vraiment un outil d'analyse locale qui va vous dire, OK, dans tel répertoire, un répertoire temporaire, par exemple, qu'un outil justement de AI, si on utilise Cloud Code ou autre, peut-être il y a comme un mois ou deux, vous avez fait une analyse quelconque, puis ça s'est mis à toucher un token ou ça l'a copié dans un fichier temporaire. Puis vous l'avez oublié, ça se trouve sur votre machine. Vous avez peut-être des fichiers, des variables d'environnement qui sont dans votre home directory, comme .bashrc, des choses comme ça. Puis ça, c'est des mauvaises pratiques de mettre ça dans la variable d'environnement par défaut, parce que moindrement qu'il y a un outil malveillant qui roule, ben, c'est très facile de l'extraire. Si c'est sur disque et que c'est pas encrypté, sans avoir de demander de décrypter à la volée, ben, c'est très facile à apprendre. C'est exactement ce que les outils qu'on appelle des info-stealers, des kleptogiciels font. C'est tout simplement ça. Et donc, dans ce cas-là, que ce soit Trivy, quand il a été compromis, il y avait une certaine variante de info-stealer qui était dans certains cas, ciblés pour être optimisés pour extraire sur un ordinateur, sur un laptop, ou dans certains autres cas, sur un environnement plus CI/CD. Donc, il y a différentes variantes de ces malwares. Donc, c'est pas clair. Est-ce que ça provient tous? Ben, c'est un groupe, un collectif d'acteurs malveillants qui travaillent ensemble. Peut-être qu'ils ont différentes personnes qui ont différentes spécialités, comme on dit, là, c'est ceux qui sont peut-être spécialisés plus dans les rançons vont peut-être être intéressés à aller chercher certaines choses qui vont les aider à ensuite faire l'extorsion versus d'autres qui sont plus pour poursuivre l'attaque encore à plusieurs échelles, niveau d'échelle. Et justement, parlant de poursuivre l'attaque, parce que là, on est le 2 avril au moment où on enregistre, ça leur rebondit en fou depuis qu'on a enregistré la dernière fois. Comment t'anticipes ce qui vient devant nous? Parce que tu me mentionnais avant de commencer à enregistrer que ça continue à grouiller, c'est encore très dynamique, même si le FBI est à la course de ces personnes-là. S'ils sont en territoire étranger, la potentialité d'aller les récupérer est peut-être plus limitée. Comment tu vois que les prochains jours et semaines vont se dérouler? Et est-ce qu'on va se reparler dans 2 semaines encore parce qu'il va y avoir de nouveaux rebondissements? Il y a de fortes chances, oui. Il y a de fortes chances que c'est loin d'être fini. Puis, vu le potentiel de... Ben, je vais prendre juste par exemple quelque chose que j'ai lu ce matin qui m'a ouvert les yeux sur un aspect de l'attaque qui a rendu ça encore
encore pire que je pensais. Donc, il y a en particulier, si on prend, il y a eu certains composants NPM qui ont été compromis. Je n'ai pas le nom par cœur. Axios. Axios, qui est une librairie open source en JavaScript sur l'écosystème NPM, qui permet de faire des appels réseau, si je ne m'abuse. Et cette dépendance-là est extrêmement populaire, extrêmement utilisée par d'autres projets open source. Donc, c'est une dépendance soit directe de ces projets qui eux-mêmes sont populaires ou une dépendance transitive, parce qu'au final, à peu près n'importe quoi va vouloir faire des appels réseau puis éviter de réinventer la roue. Donc, Axios, très, 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 très utilisé. Et là où je veux en venir, c'est que dépendamment de comment les dépendances NPM sont décrites dans les fichiers de manifeste, en particulier package.json. Évidemment, la bonne pratique de l'industrie, c'est d'avoir un lock file, donc d'avoir le package JSON à côté, d'avoir un équivalent qui liste explicitement les hashes cryptographiques de chacune des composantes. Et ça permet que même si ensuite on passe la main à quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va prendre le code source, exécuter les tests sur sa machine ou sur l'environnement de CI/CD, on va être certain que les tests vont rouler exactement avec la même version que nous, on a décidé de geler dans le temps, un peu avec ce lock file-là. Et s'il advient le cas où quelque chose a été compromis, bien, ça va pouvoir être au moins détecté, puis l'exécution va s'arrêter parce que, par exemple, le composant a été retiré dans un cas où de plus de déni de service ou que l'attaquant aurait pu supprimer une version qui n'existe plus. Mais s'il a été remplacé, écrasé essentiellement, donc on va pouvoir être capable de détecter que la version courante, qui s'appelle, mettons, 1.2.3, n'a plus le même hash qu'il y a 5 minutes. Donc, le lock file permet de mitiger ce risque-là et au pire, de l'indiquer de façon avec une erreur. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui verrait cette erreur-là la prendrait au sérieux. Hein. C'est peut-être un peu comme dans les cas des navigateurs web. Avant, on pouvait voir une alerte de sécurité, le certificat TLS n'est pas valide, puis quelqu'un comme je comprends pas trop, OK, je vais aller voir mon site. On pourrait imaginer quelqu'un qui verrait une alerte comme ça dirait c'est bizarre, le fichier de logfile est corrompu, je vais peut-être le recréer. Et là, en faisant ça, on va se retrouver à geler dans le logfile la mauvaise version. C'est un cas un peu limite, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de NPM, dépendamment de comment on a défini les dépendances, il y a beaucoup de cas où une dépendance transitive quelque chose que c'est même pas vous qui avez explicitement décidé de l'utiliser, à tous les niveaux de l'arbre, peuvent avoir une contrainte sur la version qui elle-même est plus ou moins vague. Admettons, vous n'utilisez pas directement Axios, mais quelque chose que vous utilisez l'utilise et définit. Je suis OK tant qu'on utilise la version de Axios 1.x.y. Donc, n'importe quelle version 1.0. Si un jour ça donnait Axios 2.0, on prendrait pour acquis que, bon, il y a peut-être un breaking change, on ne va pas le mettre à jour automatiquement. Mais si on définit la contrainte de version de façon un peu vague comme ça, à chaque fois que vous allez toucher à votre log file, d'aller faire des mises à jour de d'autres composantes, comme side effect, comme effet secondaire d'avoir mis à jour votre fichier, il se peut que soudainement, il y a une nouvelle version d'Axios qui a changé et qui respecte cette contrainte-là de 1.x.y. Vous allez l'avoir automatiquement. Et donc, dans le cas où Axios a été compromis, ça peut arriver à tous les niveaux de l'arbre. Puisque il y a quelqu'un qui a écrit un article là-dessus, là, ils ont fait une analyse à grande échelle et essentiellement, la grande majorité des projets open source, même ceux qui sont très, très, très populaires par des entreprises qui
prennent ça au sérieux, ben c'est tout à fait normal de ne pas mettre une version très, très précise. Oui, on va avoir un logfile à côté, mais on ne va pas nécessairement dire je vais avoir la version d'Axios 1.8.7 parce que souvent, on va se retrouver avec plein de dépendances qui vont référer à Axios. Si on a une version trop spécifique, on va avoir des doublons. Donc, c'est un petit peu comme des shared libraries ou quoi que ce soit. On veut éviter d'avoir plein de doublons parce qu'on a comme 12 trucs qui dépendent de ce DLL-là. Je donne un exemple dans le cas de Windows. Mais si au final, tout le monde est OK à avoir une version qui est compatible, on n'est pas obligé de la répéter plein de fois. Donc, dans ce cas-là, NPM va essayer de nous sauver de l'espace disque, puis résoudre dynamiquement la version qui est suffisante pour rencontrer la règle. Mais ça cause des problèmes quand soudainement une dépendance transitive se fait compromettre. Les effets vont être très impressionnants, fait que ça va être très intéressant de regarder ça. Parce qu'intéressant façon de parler là, dans les prochaines semaines, de voir comment les ramifications, puis à quel point le supply chain, tout le contrôle là-dedans, c'est à l'heure actuelle très faible comme prise de connaissance au niveau de la cyber. J'espère que ça aura le réveil que ça se posait à avoir. Puis je pense que les gâchis qui vont être à nettoyer vont être assez impressionnants dans ce que je comprends de ce que tu dis, parce que je pense que la moitié des gens ne sont même pas au courant encore, puis c'est généreux de la moitié, peut-être le trois quarts des gens pas au courant de ce qui se passe dans leur projet, qui sont peut-être été infectés, puis ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur sous leur nez à l'heure actuelle. Est-ce qu'on parle, puis qu'ils vont découvrir dans les prochains jours ou semaines la mauvaise surprise? C'est ça. Puis les attaquants, comme ça a été le cas au début, là, quand ils ont vraiment été publics sur le fait qu'ils avaient... j'ai vu certains chiffres, mais j'ai l'impression que les attaquants sont un peu en train de brag là, parce qu'ils parlaient littéralement de plusieurs terabytes de secrets. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup de secrets. Mais à mon avis, ce qui est le cas, c'est qu'ils ont probablement des logs de CI/CD qui sont très, très verbeux, qui ça donne à avoir non seulement des logs et les tokens, mais si, admettons, Truvy a roulé dans le CI/CD pipeline 12 fois parce que quelqu'un a poussé 12 commits dans une heure, c'est à travers plein de repos. Ils ont peut-être eu pour la même entreprise, pour le même repo, peut-être des centaines de fois le même token. Donc, admettons qu'on prend 1 terabyte là-dessus, combien de choses uniques? Probablement plusieurs milliers au bas mot, mais probablement pas des terabytes de tokens en pratique. C'est un peu drôle comme idée, mais effectivement, l'hypothèse fonctionne. Ça brosse un tableau. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas parlé que tu aimerais aborder? Non, ça couvre pas mal tout ça. Puis clairement, ça va continuer. C'est effectivement difficile à... Je pense que qu'est-ce que les gens peuvent faire, c'est... Je ne veux pas non plus suggérer un outil plus qu'un autre, mais il y a des outils gratuits qui sont souvent dépendants à des versions payantes de ces outils-là, qui permettent, par exemple, sur un ordinateur d'un développeur, à la place de directement télécharger, si on parle de NPM ou de PyPy ou autre, de enrober l'outil NPM sur votre ligne de commande pour non pas appeler directement et télécharger directement des NPM, mais avoir une vérification immédiatement avant que ça soit téléchargé, puis le comparer avec une database d'essentiellement d'antivirus, là, de liste de composants malveillants qui est mis à jour littéralement plusieurs fois par heure. Et si vous êtes chanceux si vous êtes malchanceux de rouler pour mettre à jour, par exemple, vos composants pendant la période où le composant est malveillant et
après que ça a été détecté par ces gens-là qui vont faire une liste de composants malveillants. Vous avez peut-être une opportunité d'éviter d'installer immédiatement celle-là. La chose aussi qui pourrait être faite, c'est d'avoir une période de cool-off period, donc d'éviter de télécharger les composants qui sont trop nouveaux. Mais pour faire ça en pratique, c'est pas aussi simple que ça peut paraître parce que c'est pas tellement comme OK, je vais aller télécharger telle version. Ah, la version 1.2.5 est sortie il y a comme hier. Donc, je vais peut-être prendre celle d'il y a une semaine. Puis ça donne une chance que d'autres personnes se sont rendues compte que la version d'il y a une semaine, elle est correcte. Mais en pratique, si on fait ça, souvent on manipule les fichiers, bien, ça va automatiquement mettre à jour d'autres choses comme un effet secondaire. Donc, c'est pour ça que d'utiliser des outils qui vont justement être un petit peu plus vigilants à la place de tout télécharger d'un seul coup sans que vous en rendez compte, ça peut aider. Excellent, mais je te remercie énormément pour ton partage, surtout 2 fois aussi rapproché que ça. C'est super intéressant d'avoir cette situation-là qui est, d'un point de vue recherche, intéressant, mais d'un point de vue sur les conséquences qui vont être un peu dramatiques. Donc, de ce partage-là, mais c'est très, très, très gentil de ta part d'avoir pris du temps encore une fois. Et j'espère que la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être au NORDSEC. Mais s'il y a des rebondissements majeurs d'ici là, ce qui n'est pas exclu, on pourrait peut-être se reparler d'ici là. Tout à fait. J'espère que la prochaine fois, on va parler d'autre chose. Merci. Et au NORDSEC, ça va nous placer un peu plus loin dans un mois. Voilà. Merci.